Dans cette dernière vidéo, avant la conclusion, je vais enfin parler des 10 films que j'ai le plus aimé cette année. Ça a été très dur de les sectionner. Il y a d'autres films dont j'aurais aimé parler, j'ai eu d'autres coups de cœur cette année, mais voilà, j'ai quand même dû sélectionner parmi tous mes coups de cœur seulement 10 films que j'ai vraiment adorés, et ça a été dur. Numéro 10, Tokyo Fiancé. Film belge réalisé par Stéphane Liberski, adapté du roman d'Amélie Nothomb de Ni d'Ève ni d'Adam, sorti le 4 mars. On commence fort parce que là déjà ce film a été un gros coup de cœur. Amélie se sent beaucoup plus japonaise que belge et décide un jour de passer le pas et de s'installer au Japon une bonne fois pour toutes. Ce film c'est exactement ce que j'attends de ce que j'appelle les films carte postale. C'est ce qu'aurait dû être Voyage en Chine, c'est ce qui était un peu une histoire américaine, c'est montrer une autre culture, te faire voyager, pas forcément dépeindre une vision belle et biaisée d'un pays, d'une ville ou peu importe, le mot carte postale est peut-être mal choisi, mais voilà, de te faire découvrir d'autres cultures. Et ce film-là, Tokyo Fiancé, y arrivait haut la main, la réalisation pétille la bonne humeur, souvent on a des petits plans magnifiques, très stylisés, de quelques secondes qui viennent couper le récit pour nous montrer un peu comment ça se passe dans la tête de notre personnage principal, ses angoisses, comment elle voit la culture japonaise qu'elle avait jusque-là idéalisée. Le personnage d'Amélie est juste génial, elle arrive à être à la fois super shoot et naïve et en même temps super cultivée avec plein de choses à dire. Il y a notamment toute une scène qui me revient où elle se retrouve à table avec plein d'autres gens et où elle commence à parler de bière belge et elle finit par monopoliser la parole pour faire une sorte de descriptif de tout plein de types de bières différents, des japonais qui la comprennent à moitié. Ah, c'est trop bien! C'est ça qui m'a marqué particulièrement avec ce film, le choc des cultures. C'est quelque chose que j'adore faire, discuter avec des gens d'autres pays, partager, découvrir comment ça se passe chez eux, et voir leur réaction quand ils voient comment ça se passe chez nous. Et ce film, mais c'est que ça, et ça fonctionne dans les deux sens. Quand c'est pas Amélie qui explore les coutumes japonaises, c'est elle qui étonne tout le monde avec ses manières d'européenne francophone, disons. Elle donne des cours de français et rencontre Henry, un japonais, qui va lui servir de guide en quelque sorte, et qui va être un prétexte pour tout ce partage. Les deux personnages vont assez vite tomber amoureux, enfin oui et non, enfin je veux pas vous spoiler comment se passe leur relation, c'est justement quelque chose d'important dans le film. Le livre original est autobiographique, sans lettres si j'ai bien compris. C'est parce que le personnage d'Amélie fait référence à l'auteur, c'est assez évident, mais les différentes péripéties dans lesquelles elle s'embarque sont de la fiction. Je sais pas, j'ai jamais lu le bouquin. Enfin, ça se voit que l'histoire a été écrite par une amoureuse du pays. Ou alors je dis peut-être des conneries. J'ai pas lu le bouquin, je le répète. Mais je vais partir du principe que l'histoire du film est globalement la même que l'histoire du bouquin. Et si c'est le cas, bah oui, on sent jusque dans le film que tout a été fait pour nous faire découvrir une culture que l'écrivaine aime de tout son cœur. Même les différents moments un peu moins drôles pour le personnage, des moments où elle découvre les coutumes bizarres ou des choses qui lui déplaisent de manière générale, sont mis en scène avec beaucoup de naïveté. Le personnage est très candide. Quelque chose qui me plaît encore une fois beaucoup. Elle se prend jamais vraiment la tête, à moins qu'il y ait un problème important dans l'histoire. C'est surtout la gaieté qui est mise en avant dans la réalisation. Je sais pas, c'est une impression générale encore une fois, mais ouais, en sortant de ce film, j'étais super content, j'avais la pêche. Alors voilà, je conseille à mort Tokyo Fiancé, même moi qui suis pas spécialement attiré par la culture japonaise et asiatique en général, j'ai adoré ce film. Numéro 9, Me and Earl and the Dying Girl. Il est sorti récemment sous le titre This is not a love story, il a été réalisé par Alfonso Gomez Rejon, et ne parle pas d'une histoire d'amour. Quoique un peu quand même, mais pas vraiment. Greg, lycéen un peu loser, toujours, hein, c'est le genre de personnage passe-partout dès qu'il faut mettre en scène un jeune, va être contraint par sa mère de passer du temps avec Rachel, une camarade de lycée, avec qui il n'a aucune affinité, juste parce qu'elle a la leucémie. Et vous en doutez bien, les deux jeunes vont très vite se lier d'amitié. Le film est sorti le 18 novembre au cinéma, mais je dois avouer que je l'ai vu plutôt en vidéo. J'avais aucune idée qu'il allait sortir en salle chez nous. En tout cas, ça a été pareil, un autre coup de cœur de malade. Ça fait très 500 jours ensemble comme film. Je crois que c'est lié. Je sais plus, j'ai vu un carton dans le trailer qui citait 500 jours ensemble.
mais je sais plus si c'était une critique qui citait la réalisation très proche des deux films, ou si c'était parce qu'il y avait vraiment quelque chose en lien au niveau des scénarios, ou je sais pas, des boîtes de prod, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça fait très 500 jours ensemble, et c'est quelque chose de vachement bien. C'est un film qui prend un malin plaisir à casser le 4e mur et à jouer avec son support. Le film est guidé par une voix off, celle de Greg, le perso principal donc, et souvent il raconte l'histoire un peu en avance. Il spoil des moments qui arriveront que plus tard dans le film, et il joue en quelque sorte avec le spectateur. Donc ça résulte qu'il y a une grande proximité, au final, entre le récit et nous. Et l'histoire est vraiment touchante. Comme le titre dégueulassement traduit l'indique, du coup, ce n'est pas une histoire d'amour. Là où 500 jours ensemble mettait en scène une romance très réaliste, et en même temps très stylisée, toujours en jouant sur le 4e mur, tout ça. Ici, c'est pareil, mais avec une amitié. Très forte amitié. Si forte que parfois on se pose des questions en vrai. Et il y a un côté très touchant à leur histoire qui m'a fait vraiment rentrer dedans. J'ai envie de dire un truc, mais je vais être obligé de spoiler. Si vous voulez pas vous gâcher la surprise, cliquez là. Attention, je spoil. Bon, à la fin, bien sûr, on s'y attend. Rachel meurt. Elle n'arrive pas à vaincre sa leucémie, et on le sent venir. C'est évident, c'est super prévisible. Mais c'est pas un mal, loin de là, il y a un côté très tragédie à cette histoire. D'autant plus que cette scène où elle meurt, pendant que Greg lui projette le film qu'il a fait pour elle, avec toutes les couleurs, les formes, la musique, c'est super intense et je me suis vraiment senti mal à ce moment. J'ai été triste. Bon, là, les lâches qui ont cliqué sont de retour. Regardez le film. La deuxième chose qui m'a plu dans ce film, et ça peut paraître n'être qu'un détail au final, alors que non, c'est toutes les références au cinéma faites via les films suédés que Greg fait avec son pote. Alors, plusieurs fois dans le film, on a une sorte d'encart avec plein de remakes suédés des grands classiques. Et c'est plein de films que personnellement j'adore, que j'ai vu quand j'étais à la fac, et qui me rappellent un tas de souvenirs. Quand toutes ces références sont arrivées, moi j'ai juste totalement surkiffé ma race à essayer de reconnaître chacun des films. Bref, Me and Earl and the Dying Girl est un film génial, et il faut le voir. Numéro 8, The Voices. The Voices, c'est vraiment un film qui donne la pêche. Je pense que je peux pas être plus précis vis-à-vis de ce que je ressens à chaque fois que je le vois. Quand je suis sorti de la salle de cinéma la première fois, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. J'avais envie de danser, de chanter. En plus avec la trop bonne musique du générique de fin qui reste gravée à jamais dans ta tête. Le film est sorti le 11 mars au cinéma. Il a été réalisé par Marjane Satrapi, qui est surtout connu pour avoir créé la bande dessinée Persepolis et pour en avoir co-réalisé son adaptation. The Voices raconte l'histoire de Jerry, un mec super mignon mais surtout un peu fou. Il est psychotique, il parle à ses 2 animaux, un chien et un enculé de chat, et un jour il tombe amoureux de Fiona, une nouvelle collègue de bureau. Petit problème, lors d'un rendez-vous galant, il tue sans faire exprès Fiona et les choses n'attendent pas pour s'envenimer. Et là j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, Ryan Reynolds, s'il vous faut une preuve, encore une, que ce mec est vraiment un excellent acteur, c'est ce film qu'il faut le regarder. Vous ne pouvez pas, c'est impossible, dire que c'est un mauvais acteur dans ce film. Il est touchant, drôle, c'est toujours le même genre de personnage un peu naïf, celui qu'on a envie de prendre dans ses bras et parce qu'il est tout mignon et putain, qu'est-ce qu'il le fait bien. Il y a un côté très Almodovar au film. Je saurais pas vraiment dire pourquoi exactement. C'est le côté faire du cinéma relativement pop avec des sujets plutôt malsains. Ici, c'est un mec qui tue des gens parce qu'il sait pas vraiment comment s'y prendre dans ses relations sociales. C'est vrai que maintenant que j'y pense, il y a quelque chose de typiquement Almodovar dans le scénario. Et puis même dans la façon de filmer, c'est très pop. D'ailleurs, l'esthétique me fait aussi penser... ça me fait penser au premier film de Burton. C'est un côté très faux et idéalisé des décors, des situations et des rapports entre les personnages. Par exemple, la scène d'ouverture montre l'usine dans laquelle Jerry bosse, et tout y est beau, tout est propre, les camions sont roses, il y a de la musique super chouette, et ça me fait beaucoup penser à la manière de représenter la banlieue américaine dans Edward Scissorhands, Edward aux mains d'argent, ou même certaines mises en scène de Beetlejuice. Et le pire avec ce film, c'est qu'il arrive à être super agréable à regarder et super drôle, sans jamais se censurer. Je veux dire, faut pas oublier que c'est aussi un film horrifique, hein, et quand il y a quelque chose de gore à représenter à l'image, il le fait pas à moitié, et des têtes coupées, des boyaux, des gerbes de sang, il y en a pas mal dans le film. Pour autant, c'est pas du tout désagréable, ça fait pas peur. C'est un petit peu dans le même genre que Sleepy Hollow aussi, à ce compte-là.
D'ailleurs, il a été classé R aux États-Unis et c'est pas pour rien. R, ça veut dire que tous les mineurs de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte pour entrer dans la salle. Bref, ce film est vraiment parfait et il faut que les gens le voient. En plus, il a pas fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Je me souviens, et c'est dommage. C'est complètement le genre de film qui a le potentiel pour devenir culte. Mais si personne n'en parle, bah, c'est pas possible. Alors regardez-le, partagez-le et surtout chantez une chanson joyeuse. Numéro 7. Whiplash. Oui, alors je sais, il est pas sorti en 2015, mais promis, c'est la seule exception. Il est sorti la toute dernière semaine de 2014, et perso, je l'ai vu qu'en février, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, vous m'en voudrez pas si j'outrepasse la règle que je me suis moi-même imposée pour parler d'un film dont il fallait absolument que je parle. Whiplash est réalisé par Damien Chazelle, un mec qui, à mon énorme surprise, n'a rien fait d'autre à part écrire le scénario du dernier Exorcisme 2. Je l'ai pas vu, mais vu comment était le premier, m'est avis que celui-ci devait pas être non plus super bien. Bref, c'est pas le cas de Whiplash, et c'est tant mieux. Avec Miles Teller et J.K. Simmons dans les rôles principaux, que vous avez pu voir respectivement dans le dernier Fantastic Four sorti cette année, et le Spider-Man de Sam Raimi, on nous raconte l'histoire d'un ado, presque adulte, d'un adolescent, comme disent les plus vieux, tenté de se faire sa place dans l'un des meilleurs conservatoires de New York, en tant que batteur de jazz. Il va rencontrer un professeur sorti de Full Metal Jacket, et tous les deux vont en gros se taper dessus. Et ce film m'a plu à un point. C'est à cause de lui que je suis rentré dans une période jazz qui a duré plusieurs mois. Je crois que j'ai rarement vu un film aussi contrôlé à chaque niveau. La photo est millimétrée dans le choix des focales, de la composition, dans la profondeur de champ, et la lumière est propre à chacun des décors, et pareil, pas un pet de travers. Souvent des scènes sont montrées sur de la musique jazz, et forcément le montage lui-même doit être absolument parfait. Je pense surtout à la scène d'ouverture, qui cut ses plans sur plein d'immeubles de New York, totalement en accord, avec une musique super entraînante, bien rythmée, super dansante. Et je pense aussi bien sûr à la scène de fin, avec le solo absolument fou de batterie. Tout ça, c'est vraiment un degré de maîtrise absolument incroyable. Je crois que c'est un film que quand on en ressort, on était exténué. En tout cas, c'est l'effet que ça m'a fait sur moi. En gros, le jeune n'arrête jamais de repousser ses limites pour son art. Il largue toute sa vie sociale, il passe 25 heures par jour à s'entraîner sur son set, et il s'arrête jamais. Et à chaque fois qu'il joue devant son prof, on lui répète qu'il fait de la merde et qu'il faut qu'il bosse encore plus. Et lui, en attendant, il saigne des mains, et nous, on est là, on est happé par le film. Il y a le solo à la fin qui dure 5 minutes, 10 minutes avec la chanson juste avant. Et bordel, quand le film se finit enfin, on respire. Et c'est tellement bon, c'est comme si on venait de courir un marathon de musique. Et une fois que c'est terminé, on se rend compte à quel point ça a été intense, et on se sent tellement bien. Faudrait que je parle aussi de ses acteurs, enfin de son acteur surtout, J.K. Simmons, le chef du Daily Bugle dans Spider-Man, qui est pareil, juste parfait dans toutes ses répliques, dans toutes ses postures, qui reste carré dans toute sa manière de penser. C'est vraiment le sergent instructeur dans Full Metal Jacket, c'est un rock le truc. Et je pourrais aussi parler un peu plus de la photo, avec notamment les choix de colorimétrie. C'est ce qui m'a le plus marqué dans le film. Les couleurs très chaudes et dorées de tout ce qui a un rapport avec le jazz, comme si on avait filmé à travers le métal d'une trompette ou d'un trombone. Alors d'abord il y a la salle de cours qui agit presque même comme une sorte de cocon chaud, et puis toutes les scènes sur lesquelles le groupe se produit, et tout le reste a une dominante couleur verte, verte pâle, un peu dégueu, qui rend tout de suite tout plus froid et sale, et ça donne envie de se retourner dans la salle de cours, malgré la difficulté de ce qui y est demandé, malgré le fait que le prof soit le pire des trous de balles, ça donne vraiment envie d'y retourner et de travailler encore plus. Bref, Whiplash c'est le bien, ce film il faut le voir, et d'ailleurs c'est l'adaptation d'un court-métrage du même réal, avec les mêmes acteurs, et c'est vachement intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu entre les deux créations. Ça permet de mettre plus facilement le doigt sur certaines intentions de réalisation. Donc voilà, regardez Whiplash. Numéro 6, It Follows. Il allait forcément se retrouver dans ce top. Je me suis un peu plaint du cinéma d'horreur dans la vidéo des 10 genres, 10 films, mais en vrai, il y a eu plein de merveilles, et celui-ci, c'est carrément le meilleur film horrifique que j'ai vu cette année, et de loin. Le film est réalisé par David Robert Mitchell, encore un mec qui n'a rien fait avant, enfin un seul film en 2010, que je ne connais pas non plus,
C'est l'histoire d'une adolescente qui, après un rapport sexuel avec un mec, croit se faire pourchasser par une chose qui ne cherche qu'à la tuer. Voilà. Le scénar est aussi simple que ça, et c'est absolument tout ce que je veux voir dans un film d'horreur. Aucun jumpscare, utiliser d'autres formes de sensations que la peur ou le dégoût. Ici, c'est le stress. On est stressé du début à la fin, toujours à scruter les arrière-plans, à chercher si quelque chose ne serait pas en train de se ramener. Plein de fois, on a des trucs qui se rapprochent en arrière-plan dans le out of focus, le flou quoi. Et on sait jamais si c'est vraiment la chose ou un truc sans importance. Et nos personnages ont le dos tourné, ils font jamais attention. Ah putain, c'est stressant! Je fais exprès de rester très vague quand je parle de la chose parce que toutes les bandes annonces ont été faites pour pas révéler ce que c'était vraiment. Et à vrai dire, si on se contente que des bandes annonces, on sait même pas s'il y a vraiment quelque chose. Tout le film baigne dans une aura très Carpenter. Rien que la musique, c'est le premier truc qui frappe. C'est les inspirations synthétiseurs cheapos des années 80. Exactement le genre de truc qu'on peut entendre dans, je sais pas moi, Christine ou The Thing. La musique de Carpenter. Niveau contextualisation aussi, c'est génial. On sait pas vraiment quand se déroule l'histoire, c'est un petit peu, voilà, sans époque. Il y a des éléments qui indiquent que c'est contemporain, comme les smartphones ou certaines voitures, mais en vrai, c'est une sorte de gros mélange avec une ambiance encore une fois, très 80s. Ça fait très ambiance remake de Maniac avec Elijah Wood, film que j'avais adoré d'ailleurs. Les persos passent leur temps devant leur vieille télé, des télés cathodiques, les décors sont en général très vieillots, les personnages s'habillent pas du tout à la mode, et même la photographie très pastel participe à ce sentiment. Et ouais, c'est pour le coup, je pense, la définition même du film à ambiance. Et la photo, du coup, je vais en parler tant que j'y suis, elle est magnifique. Les compos des plans, bordel, c'est ce qui m'a donné envie d'aller voir le film. Pour info, je le connaissais même pas 30 minutes avant de m'installer dans la salle. Je glandais un soir, j'ai vu le trailer et je suis allé direct à la première séance qui avait le jour même, enfin le soir même. Et en m'attendant la bande-annonce, la photographie m'avait tellement impressionné. C'était justement une des raisons pour lesquelles je suis allé direct le voir. Les jeux de lumière, quand il fait nuit, les cadrages, et comme je disais, cette colorimétrie qui fait très Instagram en fait. Mais pas l'idée qu'on se fait du fil dégueulasse, juste cet aspect très pastel qu'on a, je sais pas, j'ai pas d'autres mots. Bref, j'adore ce style, ça fait très hipster, mais vraiment ça passe, c'est très très belle photographie, j'adore. Au final, le film fout vraiment les boules, on est toujours en alerte, on est comme le personnage principal. Quand je suis rentré du film, il était un peu tard et la nuit, j'avais envie de me retourner tous les 5 mètres pour être sûr que rien ni personne ne me suivait. Et le pire, c'est qu'encore une fois, le film est presque passé inaperçu. Je veux dire, mais merde quoi, t'as des merdes à la pyramide et Projet Almanac qui font des entrées de malades, et à côté, t'as des films comme It Follows qui peinent à se faire connaître. Nique la logique. Je sais pas. Parfois, je comprends juste pas comment certaines choses peuvent s'agencer comme elles sont. Je veux dire, merde. Enfin, du coup, si vous l'avez pas vu, si vous aimez le cinéma d'horreur, regardez ce film. Numéro 5, Birdman. Birdman a été le nouveau film d'Iñárritu, sorti en février. C'est un film que beaucoup de monde attendait, je pense. Son dernier, c'était Beautiful, que j'ai toujours pas vu, désolé. Bref, c'est un mec qui est quand même sacrément réputé. Et comme vous en doutez, j'ai adoré ce film de tout mon cœur. Je l'avais même mis dans mon scope 5 sur les films de super-héros. Et on est d'accord, c'est pas un film de super-héros hein, du tout. Je veux dire, voilà, l'histoire de Birdman, en fait, c'est juste un détail dans l'histoire presque. Mais c'était pour troller vite fait, c'était juste un prétexte pour en parler, parce que j'avais vraiment envie d'en parler. D'ailleurs, j'avais dit qu'il serait sûrement dans mon top 3 de mes films préférés. Et là, finalement, il est en 5ème place, ce qui laisse un énorme suspense pour la suite. Oulala. Bref, le film raconte l'histoire de Regan, une ancienne star hollywoodienne qui a connu la gloire avec son rôle de Birdman dans les années 80, un truc comme ça, et qui tente, tant bien que mal, de monter sa propre pièce de théâtre dans un monde qu'il ne connaît pas du tout et qui le méprise. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce film à cause du clivage entre le monde du théâtre et celui d'Hollywood. Enfin, disons plus grossièrement entre le monde de l'art véritable, entre guillemets, et celui de l'art industriel, l'art commercial. Et apparemment, nombreux sont ceux qui ont vu ce film comme une sorte de mépris lancé à Hollywood, enfin à tout ce qui est commercial, que ce soit dans le cinéma ou autre chose. Hein. Et c'est quelque chose que je comprends pas vraiment, je suis pas du tout d'accord avec cette vision. Oui, Regan est entouré de gens qui lui font comprendre que le monde d'où il vient, c'est de la merde, et qu'il n'arrivera jamais à faire quelque chose dans le monde du théâtre. Mais il n'y a pas que ça.
Je prends le personnage de sa fille, joué par Emma Stone, c'est le personnage qui vit dans son temps, qui passe ses journées sur Twitter, Facebook, tout ça, enfin Internet quoi, et qui comprend pas vraiment les motivations de son père. Elle méprise presque la pièce que Reagan veut mettre en scène en disant que ça n'intéresse que 3 pecnos bobos sur Terre et c'est tout. Et elle a pas forcément tort. C'est vraiment la voix des gens lambda, enfin des gens normaux qui s'en foutent du théâtre, qui n'y vont jamais, hein, et qui veulent juste consommer du divertissement. Le mot consommer n'étant pas péjoratif. Juste consommer. Et à côté, même le personnage de Reagan ne dénie pas totalement sa carrière. Il est en plein combat intérieur. Oui, il veut donner tout ce qu'il a pour faire sa pièce, mais il s'en prend tellement plein la gueule, tout le temps, qu'il n'est pas non plus là à dire que le théâtre c'est forcément plus noble que les films hollywoodiens. Il faut voir comment les persos du théâtre sont écrits. Norton, c'est un connard, la critique c'est une connasse, tout le monde passe son temps à se plaindre. Et puis merde, le film en lui-même, c'est un vrai spectacle, c'est du divertissement qui mêle cinéma d'auteur et avec des sujets grand public. Je sais pas, enfin voilà, c'est peut-être qu'un détail dans le film pour certains, mais presque à chaque fois que j'en discute avec quelqu'un qui n'a pas aimé le film, c'était toujours l'argument qui revenait le plus souvent. Et je ne suis absolument pas d'accord avec. Je trouve pas qu'il y ait une sorte de mépris d'Hollywood de la part d'Iñárritu, de mépris de trucs commerciaux. Bref, bien sûr je pourrais parler du plan séquence, des acteurs, des dialogues surtout, et comment ils sont mis en scène. Mais tout ça j'en ai parlé dans mon Scope 5. Je dirais juste que comme son plan séquence, c'est un film à voir comme un tout. Ça peut paraître complètement con en fait, dit comme ça, mais là où un film normal, disons, est coupé en plusieurs séquences, avec des ellipses bien marquées, des musiques variées, ici, c'est pas le cas. C'est vraiment un seul bloc du début à la fin. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir comment certains dialogues sont mis en scène. Je m'explique. La caméra est toujours en mouvement du fait du plan séquence. La musique est pratiquement toujours de la batterie, et elle répond à chaque réplique presque. Souvent, quand 2 persos parlent, il y a des riffs de batterie qui interviennent entre chaque réplique. Et il y a tout plein d'éléments comme ça, autant visuels que sonores, qui font que ça ne s'arrête jamais. Vous voyez, c'est pas que le plan séquence qui donne cette impression de continuité. Il y a véritablement il n'y a pas vraiment de pause jusqu'à la fin. Voilà. Regardez Birdman. Numéro 4, réalité. Bon là, à partir de là, c'est kiff-kiff bourricot. Hein. Les films qui suivent, j'aurais pu les mettre dans n'importe quel ordre, si j'avais suivi mes émotions. Mais du coup, j'ai plus suivi ma raison pour trouver un classement définitif, disons réfléchi. Le nouveau Quentin Dupieux, avec Alain Chabat, Jonathan Lambert, Élodie Bouchet. On raconte l'histoire de Jason, un mec lambda, joué par Alain Chabat, qui cherche à faire son film, un film d'horreur, un peu série Z. Il se rend chez l'un de ses producteurs pour en discuter, et celui-ci lui dit que s'il arrive à trouver le cri qui tue, un cri qui pourrait valoir l'Oscar à son film, il le produit. Alors en vrai, le scénario est beaucoup plus complexe que ça se barre dans tous les sens. Je pourrais pas faire un résumé simple du film, c'est pas possible. Et c'est ça, un film labyrinthe. Pour de vrai. Quand on parle de film labyrinthe, on pense surtout à des films comme ceux de Nolan, des films où il y a des flashbacks, des éléments qu'il faut absolument pas rater pour comprendre le film, tout ça. Alors qu'en fait, pas vraiment. Quand on regarde Inception, le scénar est totalement linéaire. Quand on regarde Memento, le film a beau être en sens inverse, ça reste extrêmement linéaire aussi. Réalité, lui, non. Je vais reprendre ce que j'avais dit dans je sais plus quelle émission. Réalité, c'est un rêve sous forme de film. Il mélange différents lieux, différentes temporalités, différents niveaux de réalité dans la même scène, parfois d'un plan à l'autre, et tout en arrivant, et c'est là que je trouve que c'est génial, à faire un film cohérent. C'est vraiment un truc de malade. Le rêve, c'est vraiment un sujet qui m'obsède. Attention, je suis pas du tout le genre de personne qui cherche à interpréter ses rêves. J'ai jamais pensé que ça voulait dire grand chose, mais le fait est que j'aimerais vraiment pouvoir être lucide dans les miens, pouvoir les remater, ou au moins m'en souvenir en détail après m'être réveillé. Mais non, je m'en souviens jamais, et c'est nul. J'ai jamais eu cette sensation, en regardant un film sur le sujet, de voir un rêve véritable. Malgré tous les effets de style que pouvait apporter la mise en scène, même Paprika, que vous m'avez tous conseillé après la vidéo sur Inception, j'ai pas trouvé les scènes de rêve particulièrement différentes de la réalité véritable. C'est un très beau film, mais voilà,
jamais... Ouais, je sais pas, c'est une sensation bizarre. Et en réalité, le film, alors même qu'il parle pas du sujet spécifiquement, a réussi à me montrer tout ce que je voulais voir sur le sujet. Rien que le fait de mélanger en une séquence et de manière totalement cohérente plusieurs lieux, plusieurs moments de l'histoire qui se fondent en un seul. Et c'est génialement pensé. Par exemple, de ce que je me souviens, il y a 3 niveaux de réalité dans le film, et tous finissent par s'entrecroiser sans qu'on sache réellement si on est dans la réalité véritable, ou bien dans un monde imaginaire, dans un film, ou autre chose. Et chaque personnage propre à chaque degré de réalité se croise et interagissent. Et ça bouleverse toute la linéarité du scénar. Alors, spoilers, c'est pas linéaire du tout. Et comme je l'ai dit juste avant, ça a beau pas être linéaire du tout, ça n'en reste pas moins totalement cohérent. Et c'est parfait. C'est juste parfait. Voilà. Alors aussi, vite fait, à propos d'Alain Chabat, on n'a pas l'habitude de le voir jouer dans des rôles sérieux. Il en a fait quelques-uns, mais il n'est pas connu pour ça. Et pourtant, là, il s'en tire à merveille. Il est touchant, mignon, drôle. Oui, je tourne en boucle, hein, mais c'est encore une fois le même genre de personnage très naïf qu'on a envie de prendre dans ses bras et de faire des papouilles parce qu'il est trop mignon. Et bah, Alain Chabat dans ce film, c'est ça. Bref, j'adore Dupieux, j'avais vu tous ses films, sauf Wrong Cops jusque-là, et il m'a jamais déçu, et j'en veux encore plus, et vous, si vous n'avez pas vu, vous devez voir Réalité. Moi je dois voir Wrong Cops. Numéro 3, Victoria. Victoria, réalisé par Sébastien Schipper, arrête de shipper, sorti le 1er juillet avec entre autres Laia Costa et surtout Frédéric Lau qui avait joué le gamin qui part en couille dans La Vague, nous raconte l'histoire donc de Victoria, jeune espagnole vivant à Berlin depuis peu. Un soir, alors qu'elle sort de boîte, elle fait la rencontre d'un groupe de jeunes un peu bourrés avec qui elle va passer le reste de la nuit. Et autant dire que ce sera pas de tout repos. Par quoi commencer? Je sais pas. J'ai tout ressenti dans ce film. De la joie, de la peur, du stress, de la tristesse. J'ai souri, j'ai pleuré. Ce film, c'est vraiment tout, en fait. Je sais pas comment dire. Il est authentique à mort. C'est la vie. Il est tourné en un seul plan séquence. Un vrai plan séquence, en plus. Là où la grande majorité des films trafiquent les leurs, ce qui est normal, hein, en faisant des raccords pas trop visibles en post-production, celui-ci est vraiment un vrai plan séquence du début à la fin pendant 2h20. Et on se balade comme ça dans les rues avec nos personnages vraiment en temps réel. Aucune ellipse, aucun cut. Mais putain, c'est tellement génial. Au-delà de la performance, parce qu'il faut le dire, c'est une véritable performance. Il y a ce côté temps réel très soutenu qui donne un réalisme absolument démentiel au film. J'étais avec les personnages, je faisais la fête avec eux, je suis passé par toutes les étapes qu'ils ont vécues, et je me suis lié d'amitié avec eux. Bon, les personnages sont bourrés et font souvent de la merde, mais c'est pas un truc qui m'a fait sortir du film. Vous savez, comme quand d'ordinaire on a envie de gueuler, mais fais pas ça, t'es con, ou va pas par là. Là, non, juste non. Suffit d'avoir fait ce genre de soirée au moins une fois pour savoir que des conneries, on en fait tous quand il est 4h du mat et qu'on est bourré. Quand on vient de rencontrer des gens super sympas et qu'on se dit waouh, va te faire foutre, je devais me lever à 7h, mais je suis bourré et c'est la fête, on s'en branle. Ben là, c'est pareil. Oui, les personnages font de la merde, mais c'est de la merde réaliste. Je me répète, mais c'est de la merde réaliste. En plus de ça, tout le monde est super attachant. Enfin, c'est un sentiment bizarre, hein. Ce film peut pas forcément plaire à tout le monde. Mais quand on a l'habitude de faire ce genre de soirée, ce qui est montré dans le film, la barrière entre la réalité et la fiction, elle disparaît presque totalement. Quand le film s'est terminé, je vais le voir au cinéma, j'ai été sur le cul. C'est l'un des rares films cette année, avec le suivant dans le top, à m'avoir soufflé, à vraiment m'avoir rendu muet quand le générique apparaît. La dernière fois que j'avais ressenti ça, je crois que c'est quand j'ai vu Mélancolia. C'était pareil, dès que le générique de fin pointe son nez, on n'arrive pas totalement à sortir de ce qu'on vient de voir, on n'arrive pas totalement à retourner à la réalité et à remettre ses idées en place. Et ben ça m'a fait exactement la même chose ici. Alors, je fais exprès de rien révéler des péripéties que vivent les personnages, parce que chez moi, ça a beaucoup fonctionné sur l'effet de surprise. On doit pas savoir ce qu'une soirée nous réserve. Je sais pas, j'ai même pas envie de révéler quel va être l'élément perturbateur de l'histoire. Ce serait juste casser l'ambiance imprévisible du film. C'est tellement c'est tellement réaliste qu'il faut qu'il y ait de l'imprévisibilité. Et voilà, le film est rempli à craquer, tension. Certaines scènes comme le passage où la voiture cale, ou même après, quand il se trompe de rue, ceux qui auront vu le film comprendront, cette sorte de course-poursuite sans vraiment savoir si les personnages se font vraiment poursuivre. Tout ça prend tellement aux tripes. Je trouve très sincèrement qu'avec
qu'avec ce film, autant l'écriture, le scénar, les dialogues, les personnages, que l'exécution, l'aria, la photo, tout ça, a été magistralement orchestré. Et bref, c'est pas pour rien que je le mets en 3ème place. Il faut voir ce film, d'autant plus qu'encore une fois, il est passé presque inaperçu. Je sais même pas s'il est sorti en Blu-ray en France. Enfin, si, certainement. Il faut vraiment le voir du début à la fin, dans le noir, sans faire de pause, ni même pouvoir aller pisser. Ça a vraiment été l'un de mes plus gros coups de cœur cette année. Numéro 2. Love. Voilà donc le 2e film qui m'a époustouflé cette année. Le 2e film que quand je l'ai fini, j'étais dans une sorte de mini état de choc. Mais sérieux, alors j'étais à moitié en train de chialer, j'arrivais pas à parler et... Putain. Réalisé par Gaspard Noé, détesté comme d'hab par la critique, hué par les gens à Cannes, j'en ai tellement rien à foutre. Ce film, c'est vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Selon moi. Synopsis. Murphy est contacté par la mère d'une de ses ex, Electra, afin de savoir s'il aurait eu des nouvelles d'elle. Elle aurait disparu depuis quelques mois. Évidemment, n'ayant pas revu Electra depuis un bon bout de temps, il va se remémorer son histoire avec elle. Une histoire de leur rencontre à leur rupture. Et là, tout le monde gueule parce que c'est une histoire libertine et que c'est juste fait pour provoquer, qu'il n'y a aucun fond. Non, mais non. J'ai vu un film qui parle du vrai amour, avec un grand A, une vraie histoire d'amour, qui n'hésite pas à mettre en scène les moments agréables, comme les engueulades, le sexe. Il se censure pas du tout. Et bordel, ça fait du bien. Parce que si vous pensez que les histoires de couple, ça se passe comme dans le journal de Bridget Jones, je suis désolé, mais vous êtes cons. En voyant ce film, j'y ai vu possiblement l'histoire de couple la plus réaliste dans un film. Et ça m'étonnerait même pas que l'histoire soit autobiographique avec tous les éléments qui font écho au réalisateur. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce film a été fait avec les tripes, merde. Rien que la puissance de certaines scènes, là je pense surtout à la dernière, parce que c'est celle avec quoi le film se termine, avec le perso qui chiale dans son bain, j'ai juste aucun mot, quoi, j'en ai des frissons, rien que d'y repenser. Niveau réalisation, jusqu'ici je pensais qu'Enter the Void c'était sa masterpiece, qu'il pourrait pas faire mieux. Et avec le recul, et en ayant vu ce film maintenant, je me rends compte qu'en fait Enter the Void c'était juste un brouillon. Ici, il se prend moins la tête au niveau de la technique, le film dure beaucoup moins longtemps. Dans les cadrages, par exemple, on a globalement 3 types de compositions qui regroupent 90% des plans du film. Et le pire, c'est que c'est jamais répétitif et ça marche. Et le résultat est une pure tuerie. Je l'ai pas vu au cinéma, c'est dommage, il est resté trop peu de temps à l'affiche. Du coup, j'ai pas pu le voir en 3D, je sais pas. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais bon. Enfin, m'en fous, moi, de la 3D, je déteste la 3D. Mais quand même, je sais pas. C'est l'une des choses qui a malgré tout fait l'unanimité, c'est que la 3D y était parfaite. J'ai peut-être loupé quelque chose. Enfin bon, la musique s'accorde toujours totalement parfaitement avec l'image, et c'est dingue, on dirait qu'elle a été composée pour le film. Alors que pas du tout, il s'agit principalement de titres préexistants. Je pense surtout à la longue scène de sexe, celle dont les marketeuses sont servies pour faire la bande-annonce, le tout sur du funkadélique. La scène dure le temps de la musique, à peu près 10 minutes si je dis pas de conneries, et c'est jamais trop. Tout s'allie parfaitement entre les magnifiques plans et cette magnifique musique. C'est un orgasme visuel et auditif. Si j'avais fait un top de films qui m'ont fait ressentir le plus d'émotions, ce film aurait été en première place et loin devant tout le reste. Je sais même pas si j'ai vu un film aussi puissant à ce niveau dans toute ma vie. C'est très personnel bien sûr, surtout quand un film vous touche à ce point. Je peux pas donner l'impression de dire que c'est objectivement le meilleur film du monde, ça serait totalement con et je déteste les gens qui parlent de films comme ça. Mais vraiment, ce que j'ai ressenti devant, c'est juste indescriptible, sérieux. Beaucoup trop de gens pensent que Noé veut faire du cinéma provocateur. Ce qui est faux, c'est totalement faux. Et ça se voit direct dans ce film. Le but, c'est de raconter une histoire d'amour dans ce qu'elle a de plus viscéral. Et tous les petits indices qui font référence à la personne de Noé, disséminés tout au long du film, me font croire que c'était un truc qui lui tenait vraiment à cœur. Et, enfin, je sais pas, il devait vraiment avoir pas mal de choses à sortir. Du coup, ça me fout encore plus les boules, rien que d'imaginer que lui ou n'importe qui au monde ait pu vivre une histoire comme ça, enfin une rupture comme celle du personnage. J'adore Love. Numéro 1.
Mad Max Fury Road. Voilà enfin le film qui met une claque à tous les blockbusters hollywoodiens. Fury Road, réalisé par Miller, le maître, avec Tom Hardy et Charlize Theron que, de toute manière, on ne présente plus. Le film est sorti le 14 mai au cinéma, il raconte une histoire de Max, et si je dis une histoire, c'est parce que la saga est clairement devenue anthologique avec le temps. Même si le 2 voulait se la jouer suite du premier, au final, chaque épisode est totalement indépendant. Et bref, Max se fait capturer par le clan de Immortan Joe et finit exploité presque comme cultivé pour son sang. En parallèle, c'est Furiosa, joué par Charlize Theron, qui organise une grande évasion, et tout le film sera donc axé autour de la course-poursuite entre les deux principaux camps, les gentils et les méchants. Et il n'y a pas besoin de faire plus complexe. C'est ça la magie de ce film. C'est que son scénar est ultra basique, super simple, mais pourtant déjà absolument pas con. Et ici, c'est pas l'histoire, l'intérêt du film, c'est son univers, ses personnages, son graphisme. On s'en branle que le film ne soit qu'une course-poursuite de 2 heures. Il est extrêmement riche par bien d'autres aspects. Et à ce niveau, Miller est réellement un maître. J'aime le cinéma grand public américain, j'ai rien contre les blockbusters, bien au contraire. Mais faut pas non plus se voiler la face. On nous resserre de plus en plus les mêmes plats réchauffés, toujours la même chose, aucune prise de risque. Et je parle pas de ça à cause de la soi-disant mode des remakes reboot. Ça n'a rien à voir. Faut pas être grand critique ciné pour se rendre compte que dans le cinéma grand public américain, on nous resserre toujours de plus en plus les mêmes histoires, jouant à mort sur la carte de la nostalgie. Je dis, merde quoi, 2015 était une année hyper attendue niveau film hollywoodien. Entre Jurassic World, Terminator, Star Wars, Mad Max, Spectre, Avengers 2, The Martian, Ant-Man, Fantastic Four. Il y avait de quoi faire de cette année une année historique avec toutes ces franchises. Sauf que non, pratiquement tous les films m'ont déçu. Bon, en tout cas, m'ont déçu. Ils ont presque tous vachement bien marché au box-office, mais ils étaient finalement bof, quoi, voire très mauvais pour certains. Et Mad Max, pour moi, c'est l'antithèse de tout ça. C'est le seul film qui a réussi à faire quelque chose de neuf, à allier vraiment vision d'auteur avec grosse production. C'est le film qui pourrait changer la donne à Hollywood, le film qui pourrait foutre enfin le bon coup de pied au cul que mériterait les studios hollywoodiens. C'est pour ça qu'il est en top du top. Pas forcément parce que c'est le film que j'aurais préféré cette année, mais parce que c'est ça que j'ai envie de soutenir. Et c'est ça que j'ai envie de voir au cinéma. Toujours en parlant du cinéma grand public, on est d'accord. J'ai pas envie que le cinéma s'oriente vers les merdes qu'ont été Terminator ou Jurassic World. J'ai plus envie des vieilles lasagnes réchauffées qu'ont été Star Wars ou Spectre. Je sais pas, je veux qu'on arrête une bonne fois pour toutes cette logique de jouer sur la nostalgie, sur l'éternelle phrase « c'était mieux avant ». Non, c'était pas mieux avant, c'était différent. Arrêtez de demander des trucs comme avant, autorisez la création, supportez les films du genre Jupiter Ascending ou John Carter. Même si on se rend compte plus tard que certains d'entre eux étaient relativement moyens, voire très moyens, au moins c'est envoyer un message aux boîtes de prod et leur dire qu'on veut du neuf. En tout cas, moi je veux plus tout ça, je veux putain de bordel, des histoires neuves, des prises de risques, de la liberté pour les auteurs. Je veux plus voir de connards de Yes Man aux commandes des films les plus importants de l'année. Mad Max Fury Road symbolise pour moi cette étape que devrait franchir le cinéma américain. Il arrive à faire fermer sa gueule à tout le monde en posant ses couilles sur la table et en disant « Hé, regardez-moi, moi aussi je peux faire du cinéma rentable et pourtant je suis créatif ». Il est temps que tout ça change, bordel. Et si je devais conclure cette année 2015 sur une réflexion, ce serait celle-là. Sortez-vous les doigts du cul et reprenez des risques. En ce qui concerne le public, personne ne peut le blâmer d'aimer des films comme Jurassic World ou quoi, chacun ses goûts, et c'est très bien comme ça. Mais le cinéma, c'est fait pour s'émerveiller, pour voir des choses que jamais on aurait imaginées. Et une place de cinéma coûte déjà assez cher comme ça pour aller voir toujours les mêmes choses qu'on nous resserre depuis 30 ans. Téléchargez ces films si vous voulez, mais essayez de soutenir le cinéma un temps soit peu innovant avec votre argent. Vivement 2016.